Bonjour, je suis le docteur Ikash, maître de conférence 1 à la faculté de médecine d'Oran. On va parler aujourd'hui des péritonites aigus qui sont un motif assez fréquent de consultation dans le cadre de l'urgence et qui nécessitent une prise en charge rapide et adéquate. Voici le plan de la question qu'on va essayer de voir durant le temps consacré à notre cours. On commencera par une petite introduction. On verra par la suite un petit rappel physiopathologique. Comme troisième chapitre, ça sera le diagnostic clinique. Par la suite, les différents examens paracliniques à réaliser, les différentes formes cliniques des péritonites, leur étiologie les plus fréquentes et enfin les principes du traitement. Comme définition, la péritonite aiguë est l'inflammation aiguë d'une partie ou de la totalité de la séreuse péritoniale. Les péritonites peuvent être généralisées ou localisées. Elles peuvent être également primitives ou secondaires. Voici un petit rappel anatomique pour vous dire que le péritoine est une membrane séreuse richement innervée et vascularisée et qui comporte deux feuillets. Un feuillet viscéral qui enveloppe en partie ou en totalité tous les organes digestifs et un feuillet pariétal qui tapisse les parois de la cavité abdominale. Ces deux feuillets déterminent une cavité virtuelle appelée la cavité péritoniale. Voici un schéma anatomique qui nous montre la cavité péritoniale avec ses deux feuillets viscéral et pariétal. Toujours dans le cadre du rappel anatomique, voici un schéma chirurgical qui nous montre le feuillet pariétal et le feuillet viscéral qui délimite la cavité péritoniale. On passe maintenant au chapitre physiopathologie. Comme vous savez, le péritoine sécrète une sérosité visqueuse riche en protéines, en leucocytes et en histiocytes et qui permet le glissement des organes les uns par rapport aux autres et jouant également un rôle dans la défense contre une éventuelle infection, c'est-à-dire une agression externe ou interne. Quelles sont les modalités de contamination du péritoine? La contamination peut se faire par voie hématogène. On peut avoir également une contamination péritoniale par une agression externe de dehors en dedans, et c'est l'exemple des traumatismes pénétrants. Et enfin, la péritonite peut faire suite à une agression interne de dedans en dehors, et c'est l'exemple des perforations d'organes intra-abdominaux. Le péritoine se défend par l'excitation d'un liquide sérofibrineux avec constitution de fausses membranes, permettant ainsi
l'accolement des viscères à l'épiplomb et au péritoine pariétal, limitant ainsi les foyers infectés, avec composition d'abcès, dont la rupture secondaire toujours possible, réalisant ainsi une péritonite en 2 temps. Quelles sont les conséquences d'une diffusion septicémique? C'est la défaillance multiviscérale avec l'installation d'un collapsus cardiovasculaire, d'une défaillance respiratoire et une insuffisance rénale. Il existe 2 types de péritonites, les péritonites primitives et les péritonites secondaires. Les péritonites primitives ne représentent que 1 à 2% de l'ensemble des péritonites et surviennent en l'absence d'un foyer infectieux intra-abdominal primitif. Le liquide péritonial peut être inoculé par voie hématogène au cours d'une bactériémie. La péritonite primitive peut faire suite à une infection du liquide d'acide de façon spontanée ou après un geste de drainage. C'est le cas surtout des cirrhotiques. Les germes retrouvés le plus souvent et incriminés dans les péritonites primitives sont le pneumocoque et le streptocoque. Et enfin, malheureusement, le diagnostic est posé en opératoire. Les péritonites secondaires peuvent faire suite à la perforation d'un organe creux type estomac, grêle ou côlon. Elles peuvent faire suite également à la diffusion d'un foyer infecté local, c'est l'exemple des appendicites, des salpingites, des cholécystites, et enfin la rupture d'un abcès en péritoine libre peut être la cause d'une péritonite secondaire. Malheureusement, le pronostic des péritonites aiguës est grave. Il dépend de l'état général du patient, de l'étiologie de la péritonite et du délai de sa prise en charge thérapeutique. Seul le traitement chirurgical précoce est le premier facteur pronostic. D'où l'importance de la prise en charge rapide de ces péritonites. On passe au diagnostic clinique et on va prendre comme forme typique la péritonite aiguë généralisée de l'adulte jeune. Toujours commencer par un bon interrogatoire afin de préciser les caractéristiques de la douleur, son type, son intensité, son siège, ses irradiations. Rechercher également des signes associés, à savoir notion de vomissement, d'arrêt des matières et des gaz et d'éventuels troubles urinaires. Toujours dans le cadre de l'interrogatoire, il faudrait préciser les antécédents du patient, ses habitudes alimentaires, notion de prise d'alcool ou de tabac, les antécédents pathologiques, surtout digestifs. Chez la femme, préciser ses antécédents gynécologiques, rechercher une notion de prise récente
d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et une éventuelle intervention chirurgicale antérieure. On passe maintenant à l'examen clinique proprement dit. Et on recherchera un syndrome infectieux sévère qui se manifeste par une fièvre qui oscille entre 39 et 40 degrés. On recherchera également des signes généraux plus ou moins marqués, une notion de polypnée, un pouls assez élevé, une hypotension artérielle et un faciès terreux. Toujours à l'examen clinique, on commence par une inspection qui nous permet de voir l'état de l'abdomen, s'il est plat, s'il suit ou non les mouvements respiratoires. On peut même visualiser les muscles droits qui sont parfois contractés et on recherchera d'éventuelles cicatrices de la parotomie. On passe par la suite à la palpation, à la recherche d'une contracture abdominale généralisée dont ses caractéristiques sont: c'est une contracture rigide, tonique, permanente, invincible, douloureuse et généralisée, réalisant un ventre de bois. Il faudrait préciser son mode de débit, sa localisation, et une douleur provoquée peut nous aider à poser un diagnostic étiologique. Quant à la percussion, on recherche une matité des flancs témoignant de la présence de liquide à l'intérieur de l'abdomen et une disparition de la matité préhépatique en faveur d'un pneumopéritoine, c'est-à-dire la présence d'air à l'intérieur du péritoine. À l'auscultation, le plus souvent, on retrouve une diminution ou carrément une abolition des bruits intestinaux. Et enfin, le toucher rectal qui provoque une douleur au niveau du cul-de-sac de Douglas. Quels sont les examens paracliniques à réaliser afin de poser le diagnostic d'une péritonite aiguë? Tout d'abord, les examens biologiques. Toujours demander un groupage sanguin avec un bilan d'hémostase dans le cadre de la préparation du malade à une éventuelle intervention chirurgicale. Une numération formule sanguine qui retrouve le plus souvent une hyperleucocytose au-delà de 15 000 par millimètre cube, un ionogramme qui revient en faveur de troubles hydroélectrolytiques liés à la déshydratation, et enfin une fonction rénale, à savoir l'urée et la créatinine sanguine. On passe aux examens radiologiques. Toujours demander un téléthorax qui peut nous montrer un croissant gazeux sous-diaphragmatique en faveur de la présence d'air à l'intérieur du péritoine, c'est-à-dire un pneumopéritoine. Réaliser toujours un abdomen sans préparation, prenons les coupoles diaphragmatiques et qui peut nous montrer un pneumopéritoine en faveur d'une perforation d'un organe creux, qui peut également nous montrer
des niveaux hydro-aériques témoignant d'un iléus réflexe. Et enfin, une échographie abdominopelvienne qui nous montre la présence d'un épanchement intrapéritonéal ou la présence d'abcès localisés. Voici une image radiologique d'un téléthorax avec la présence d'un croissant gazeux sous-diaphragmatique droit, témoignant de la présence d'air à l'intérieur de l'abdomen, c'est-à-dire la présence d'un pneumopéritoine. Voici une image radiologique d'un abdomen sans préparation. Après avoir vu la forme typique d'une péritonite aiguë chez l'adulte jeune, on passe aux autres formes cliniques des péritonites aiguës. Et on commence par la forme à symptomatologie péritoniale atténuée, c'est-à-dire diminuée, qui survient surtout chez des patients âgés en mauvais état général, immunodéprimés ou sous traitement par des corticoïdes. Et là, on se retrouve devant une diminution des signes locaux, la contracture qui est remplacée le plus souvent par une simple défense ou une douleur, et on parle dans ce cas-là d'une péritonite asthénique. Par contre, les signes généraux sont exacerbés, qui peuvent aller jusqu'à un état de choc avec une altération de l'état général. Les signes occlusifs peuvent être au premier plan avec vomissement et un arrêt des matières et des gaz. Le toucher rectal qui retrouve ou bien qui provoque une douleur au niveau du cul-de-sac de Douglas. Le diagnostic de cette forme de péritonite est posé après réalisation d'un abdomen sans préparation et d'une échographie abdominopelvienne. Et enfin, ne pas hésiter à réaliser une laparotomie exploratrice en cas de doute diagnostique. On passe maintenant aux formes localisées des péritonites aiguës. Dans ce cas-là, le foyer infectieux initial peut être circonscrit par les organes digestifs de voisinage, limitant ainsi la diffusion intrapéritonéale de l'infection. Cliniquement, on est devant un syndrome de suppuration profonde avec une fièvre oscillante, un faciès terreux et une hyperleucocytose. À la palpation, on retrouve une douleur localisée qui, selon son siège, peut nous orienter vers un diagnostic étiologique d'une péritonite aiguë. Localisée au niveau du creux épigastrique ou la région ombilicale, on peut évoquer le diagnostic d'une perforation d'un ulcère gastro-duodénal. Au niveau de l'hypocondre droit, on est en faveur d'un abcès périvésiculaire. Fosse iliaque droite peut témoigner d'un abcès appendiculaire. La fosse iliaque gauche diverticulite sigmoïdienne. Voici un tableau qui montre les différentes étiologies des péritonites aiguës avec leurs manifestations cliniques et leur diagnostic positif.
Toujours la suite du tableau des différentes étiologies des péritonites aigus. On passe maintenant au chapitre des principes du traitement des péritonites généralisés. Tout d'abord, la prise en charge des péritonites aigus généralisés est médicale. Il s'agit de mesures de réanimation avec la mise en place d'une sonde nasogastrique, une sonde urinaire qui permet de surveiller la diurèse, une voie veineuse afin de réhydrater le patient et corriger les troubles hydroélectrolytiques et enfin mettre le malade sous une antibiothérapie à large spectre. Après les mesures de réanimation, on passe au traitement chirurgical. La voie d'abord doit être adaptée, permettant une exploration complète de la cavité péritoniale et le traitement de la cause de la péritonite. Toujours réaliser une toilette péritoniale après avoir effectué des prélèvements bactériologiques et terminer l'intervention chirurgicale par un drainage large de toute la cavité péritoniale. Devant une perforation d'ulcère gastro-duodénal, il faudrait réaliser une suture de l'ulcère avec un lavage de la cavité péritoniale et terminer par un drainage intrapéritonial. Pour le principe du traitement des péritonites appendiculaires, réaliser toujours une appendicectomie complétée par un lavage et un drainage de la cavité péritoniale. Toujours dans la même rubrique du traitement par pathologie, les principes du traitement d'une péritonite colique résident en une résection de la partie colique pathologique avec réalisation d'une colostomie, le plus souvent sans rétablissement de la continuité digestive. En ce qui concerne les péritonites par perforation du grêle, leur prise en charge dépend de l'étiologie. Avec le même principe, une résection avec ou sans anastomose. Et enfin, la cholécystectomie est la base du traitement d'une péritonite par perforation vésiculaire devant une péritonite biliaire. Voici les différentes références bibliographiques qui nous ont permis de réaliser notre cours. Je tiens, à la fin, vous remercier pour votre attention.